Maintenant, concernant l'information et la désinformation que l'on peut trouver dans les médias et dans les réseaux sociaux, on va commencer par notre excellent général Yakovlev. Alors, Le Monde en crise, il a fait une forme de concaténation des différentes interventions du général Extraordinaire. Yakovlev. Honnêtement, je suis désolé, c'est pitoyable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pitoyable. Ça n'a aucun intérêt. On se demande même d'ailleurs si c'est pas une blague en fait quand il commence à parler. Moi, je suis vraiment atterré quand on voit les postes qu'il a occupés dans l'armée française, à l'OTAN. Il a écrit un bouquin qui parle de la tactique, qui est assez intéressant d'ailleurs, hein. Et je l'ai pas lu, mais je sais, j'ai lu des passages. Mais bon, je suis atterré. Je suis atterré. Bref. Alors, Alors, il parle d'un Poutine au niveau erreur stratégique, mais au niveau conneries, on va le dire, conneries dites, et avec assurance, ben c'est un Yakovlev ou deux Yakovlev. On est à ce niveau-là, quoi. non, mais j'incite nos spectateurs à aller voir cette petite vidéo, elle est courte, hein. Moi, je l'ai relayée sur mon compte Twitter aussi, mais c'est grotesque. Et alors, il est d'une vulgarité en plus, c'est ça qui est étonnant, parce que c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, dont Ouais. je ne pense pas que ce soit un imbécile, euh, au contraire Ouais. d'autres, hein, qu'on ne va pas reciter encore. Mais qu'est-ce qui lui prend, quoi? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Punchline de Yakovlev. Tu as raison, pitoyable, vulgaire et bête. Ce qu'il dit est stupide. C'est étonnant, c'est étonnant. Oui, C'est alors vraiment, il y a un côté de déchéance qui est un petit peu triste. oui, c'est triste, et ce qui est étonnant, c'est qu'il continue bien sûr à être invité. Mais bon, ça, c'est un autre Ah, sujet. ah oui, ça c'est sûr. Ah, ensuite, ben, on s'éloigne un petit peu du sujet militaire, mais c'est la fameuse histoire de Navalny. Navalny, donc, est l'opposant, entre guillemets, historique, vu depuis chez les Occidentaux, alors que les opposants à Poutine sont plutôt du côté des nationalistes et des communistes, lorsqu'on regarde les intentions de vote. En Russie, je dis bien en Russie. Donc Navalny qui représente peut-être une petite frange bobo de la population urbaine russe, et qui est en prison pour pas pour un délit d'opinion, mais pour un délit de corruption, hein, et qui est avéré. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi il est revenu alors qu'il était tranquillement en Allemagne, et pourquoi il est revenu en Russie. Bon, ça c'est une autre question. En tous les cas, ce que l'on peut remarquer, c'est que il peut tweeter depuis sa colonie pénitentiaire, et que les journalistes de LCI, qui est une chaîne ouvertement opposée au Kremlin, peuvent toujours réaliser leurs reportages, même si ils vont pas partout comme ils voudraient. En tout cas, ils peuvent réaliser leurs reportages et même poser des questions non préparées au président Poutine lors de sa conférence de presse. Donc, je ne dis pas que la Russie est un pays de liberté, mais que, comme toujours, en fait, il faut analyser ces systèmes politiques avec des nuances, hein. On ne peut pas transposer notre vécu démocratique à nous dans des pays où la seule expérience qu'ils ont eue de la démocratie, il suffit d'en parler aux Russes, ça a été l'expérience Helsinki, pardon, euh, Eltsine, oui. Helsinki, l'expérience démocratique de type occidental, hein, avec d'ailleurs de nombreux conseillers américains qui étaient autour d'Helsinki. Le seul souvenir quand la population russe a, c'est la montée des mafias et de la misère. Donc, il faut quand même rester toujours prudent et pas être trop arrogant par rapport au système politique que l'on voit dans d'autres pays. Alors, bien sûr, il y a la fameuse élection américaine qui est également citée dans les médias, hein, comme si les Russes basaient leur stratégie sur l'élection de Trump, sachant que l'élection de Trump, c'est un nationaliste, il défendra les intérêts américains. S'il voit qu'il y a un intérêt à poursuivre la guerre et l'appui à l'Ukraine, il le fera. Donc on ne peut pas baser une stratégie sur un événement aléatoire comme celui-là. Donc ça, c'était, je ne sais plus comment il s'appelle, ce reporter qui a été, Didier François, qui a été, il a été otage de l'État islamique, hein, pendant un an, il me semble, hein. Oui, alors, j'ajoute une chose concernant Trump. L'élection américaine, c'est que bon, l'État profond a un missile anti-Trump parce qu'ils sont terrorisés à l'idée que Trump arrive au pouvoir. Surtout que Trump a dit, moi, si je suis réélu,
je vous fais la peau. Ah bon, très bien. Donc, ambiance. Et Nikki Haley, qui est la personne qui représentait les États-Unis à l'ONU pendant assez longtemps, donc est candidate, c'est quelque chose. Hein. Je veux dire, Thatcher à côté apparaît comme une très modérée. Et donc, elle a dit, mais c'est évident que le 7 octobre en Israël, c'est Poutine qui l'organise, c'était le jour de son anniversaire. Preuve irréfutable, voilà. Bon, Ouais. donc, non, franchement, les Russes, ils regardent ça comme tout le monde, mais ils ne se définissent pas, ils ne se déterminent pas, surtout dans ce qui est en train de se passer dans le monde, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, mais il y a le reste, il y a les BRICS, ils sont présidents des BRICS, ils ont effectivement, ils conduisent avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil, ils conduisent un changement mondial extrêmement important. Donc, je veux dire, je ne vais pas dire que l'élection américaine sera une péripétie, mais ils savent très bien qu'ils ont affaire en face, quoi. Donc, Ouais. ça ne changera pas grand-chose à leur détermination. Et je voudrais revenir sur cette affaire de Navalny, hein, parce qu'évidemment, on peut très bien comprendre que c'est un prisonnier politique, mais n'oublions pas que enfin chez nous, en Occident, il y a quand même des cas qui sont également emblématiques et qui devraient poser question de la même manière. Aux États-Unis, il y a bien sûr Julian Assange, hein, qui est typiquement un prisonnier politique, hein, et la personne, aucune voix démocratique ne s'élève contre son emprisonnement. Ensuite, il y a le cas Epstein, qui est quand même un cas assez énorme. Et d'ailleurs, je conseille à nos auditeurs de regarder la vidéo, l'interview de Xavier Hofer sur TVL et également sur Toxin, qui est un criminologue qui analyse très très bien le cas Epstein et qui a écrit un bouquin là-dessus. Donc encore une fois, hein, quand on parle du système russe qui est pseudo-mafieux, on peut également s'interroger sur le nôtre. Mais également plus près de nous, n'oublions pas que nous avons eu quand même l'affaire Benalla chez nous, qui est une affaire pour le moins interrogative, hein, qui questionne, et puis que nous avons quand même un ministre de la Justice qui a été gracié par la Cour de justice. Non, 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 Hervé, Hervé, n'utilise pas le terme gracier. C'était un Vas-y. règlement de compte Ouais. des magistrats. Moi, ma thèse est que effectivement, la magistrature a contribué à l'élection d'Emmanuel Macron par une opération, une espèce de révolution de couleur. Hein. On a disqualifié le favori pour permettre son élection et depuis, il est protégé. Quand j'aurai en détention ou au moins en garde à vue les dirigeants de McKinsey qui ont participé à tout un tas d'infractions. Quand Madame Marlène Schiappa, qui a détourné 2 millions d'euros de fonds publics pour le donner à ses amis en utilisant la tragédie de Samuel Paty, oui, oui, non, je crois qu'on n'a aucune leçon à donner, franchement. Franchement, aucune Mais c'est leçon à ce donner. que je Moi, dis, je peux c'est faire. ce que je Oui, oui, dis. oui, oui, bien sûr. Non, sur Dupond-Moretti, je suis dans une situation horrible, mais je suis obligé de le défendre sur la procédure devant la Cour de justice de la République. Donc, je considère que c'était un règlement de compte par une partie de la magistrature politisée, très politisée, et qui est celle qui protège Macron et qui l'a fait élire. Et le fait que je n'ai aucune considération pour ce personnage qui était un avocat discutable et qui est un mauvais garde des Sceaux. Voilà. Alors maintenant, mon camarade de promotion Michel, et je vous conseille d'ailleurs, pour ceux qui ont un compte Twitter, de suivre Anaké Group, là, c'est un ancien officier des troupes de marine, hein, avec qui je suis en contact justement, puisque je trouvais que c'était toujours intéressant là, les posts qu'il fait. Et justement, il y a une dernière sortie encore une fois, hein, de Michel Goya disant que Marinka, c'est pas une victoire russe. Il n'y a pas il y a aucun intérêt stratégique. Bah si, Marinka, depuis 2014, c'était une ville fortifiée qu'ils ont réussi à prendre, et ça ouvre de nombreuses perspectives de progression à l'ouest, notamment en suivant l'autoroute, la route qui part de Marinka. Bref. Alors maintenant, concernant l'information, je conseille à tout le monde de s'intéresser à ces notions de géopolitique entre les puissances de mer et les puissances de terre, et notamment à la géopolitique anglo-saxonne qui est toujours opérante, hein, et dont le but est d'éviter qu'il y ait ce continuum eurasiatique, hein, qui serait vraiment problématique pour les États-Unis, puisque les États-Unis, c'est une île qui est perdue au milieu de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique.
bien ne pas oublier non plus qu'il y a cette géopolitique des détroits et ces fameux détroits qui déterminent tout le commerce mondial. Et qui tient les détroits, eh bien, tient le commerce mondial et bien sûr est en mesure de faire pression sur de nombreux pays. Je vous conseille également de suivre cette chaîne que j'ai découverte de géopolitique d'histoire au sens géopolitique, et qui est vraiment très très intéressante. Hein. Ça s'appelle Tonton Manu, hein, c'est sur YouTube. Et alors, Tonton Manu, c'est un pseudo, mais en faisant de l'investigation, j'ai trouvé qui était derrière cette chaîne. C'est un professeur d'histoire et de géopolitique, hein, de lycée. Et vraiment, le gars est passionnant à écouter. C'est très factuel. Alors, c'est vrai que parfois, il peut avoir des avis qui sont un peu plus modérés sur le conflit en Ukraine que ceux qu'on peut avoir nous. Hein. Mais en tous les cas, c'est très factuel et ça aide à comprendre la géopolitique et l'histoire de chaque grande puissance. Ensuite, ne jamais oublier que la géopolitique des États-Unis, eh bien, elle est documentée parce que les États-Unis, c'est quand même une grande démocratie avec de nombreux débats, on le voit très bien en ce moment d'ailleurs, hein, contrairement à nous, avec des vrais contre-pouvoirs aussi, même si ce n'est pas une démocratie parfaite, loin de là. Et en tous les cas, tout ce qui est réfléchi aux États-Unis, c'est consultable en général. Et il suffit pour cela de regarder les documents de la Rand Corporation concernant le conflit en Ukraine actuel, et notamment la dernière étude qui date de janvier 2023. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? C'est que pour les États-Unis, que l'Ukraine reprenne le contrôle de l'intégralité de son territoire, c'est pas forcément quelque chose de très bénéfique pour eux. Et il y a énormément de risques derrière, et notamment des risques d'escalade avec la Russie. Donc vous voyez, tout ce que l'on entend en ce moment sur le plan politique aux États-Unis ou même dans les médias aux États-Unis, tout ça, ça part de réflexions stratégiques. Hein, et qui rejoignent en fait ce qu'ont dit de nombreux analystes ici en Europe et notamment en France, à commencer par Caroline Galaxteros et puis le général Pinatel, hein, qui disait que les États-Unis donnaient les moyens à l'Ukraine de se défendre, mais pas à l'Ukraine pour qu'elle reconquiert tous ses territoires. Et puis, l'ineffable Tanzer qui revient sur les plateaux, puisqu'en fait, en ce moment, c'est un petit peu la panique chez tous les atlantistes et notamment les néoconservateurs ou les relais des néoconservateurs ici. Donc c'est la panique, hein, bien sûr, puisque cette guerre voulue par les néoconservateurs ne se déroule pas de la manière dont ils auraient souhaité. Donc évidemment, c'est un petit peu la panique. Alors, c'est quelqu'un qui a des connaissances, hein, certainement, du monde russe et du monde ukrainien, puisqu'il me semble qu'il a été, intervenant à l'université à Moscou, mais je suis quand même toujours assez étonné de voir. On n'est plus dans le militantisme, hein, avec certaines personnes, on est dans le fanatisme. Alors également, je conseille à nos auditeurs d'acheter Ligne de front, là, L'enfer de la guerre urbaine. C'est une très bonne synthèse des grandes batailles urbaines du XXe siècle, avec un article intéressant de Sylvain Ferrat sur la bataille de Mossoul. Et il est intéressant, bien sûr, sur le déroulé de la bataille de Mossoul, mais surtout, il montre qu'une force qui a un rapport de feu supérieur à un adversaire, même si elle attaque, elle va lui provoquer des pertes qui seront inversement proportionnelles. C'est-à-dire que si elle a un feu de 7 à 1, eh bien, pour une perte de l'attaquant, il y aura 7 pertes du défenseur, ce qui démontre totalement tous les arguments que l'on peut entendre sur les plateaux télé en disant que celui qui attaque a plus de pertes que celui qui défend. Ben, si celui qui attaque, il a assommé par des monceaux d'obus d'artillerie le défenseur, ben, logiquement, il y aura forcément plus de pertes chez le défenseur que chez l'attaquant, puisque le défenseur sera complètement atomisé par les frappes d'artillerie. Et enfin, une dernière chaîne qui est également très intéressante, pas enfin, parce que j'ai encore quelque chose à vous montrer, c'est la chaîne d'Ateu Chouette, hein, ex-pilote de Rafale M, qui fait d'excellentes analyses, et notamment qui a analysé la destruction du navire russe de débarquement de Novotcherkassk sur le port de Féodosiad il y a à peu près 2 semaines, une chaîne que je vous conseille de suivre. Et bien sûr, la chaîne de Alain Juillet, avec
Un sujet que l'on a abordé il y a quelques vidéos, je pense qu'il y a 2 ou 3 mois, c'était l'initiative des Trois Mers. Alors cette initiative des Trois Mers, c'est fondamental pour comprendre également le jeu géopolitique des Américains en Europe, hein. Alors c'était avant la guerre en Ukraine, de manière à découpler la Russie de l'Europe occidentale. Donc c'est une vieille initiative, hein. Il s'agit donc de briser définitivement l'axe Russie-Allemagne-France en créant une zone tampon, s'appuyant essentiellement sur la Pologne, qui est le pilote de cette initiative des Trois Mers, mais qui agit sous influence des États-Unis, et d'autres pays très remontés contre la Russie, et bien sûr tous les pays qui ont été des ex-pays du pacte de Varsovie et qui ont subi une occupation russe. Voilà, donc j'ai terminé. Alors, sur l'Intermarium, ce monde continue à bouger. Il y a ce qui s'est passé en Serbie. Il y a une tentative de révolution de couleur. J'espérais avoir Slobodan Despot pour en parler, mais bon, c'est un peu reporté. Euh, Ça fait partie, là aussi, de toute cette géostratégie et de la volonté américaine qui souhaite se débarrasser de l'axe Allemagne-France, sachant que l'Allemagne, c'est une vieille histoire, c'est-à-dire que, et c'est ça qui me surprend dans la soumission actuelle de l'Allemagne. Enfin, je veux dire qu'il ne se soit pas trouvé un dirigeant allemand, même dans l'opposition, pour dénoncer le sabotage de Nord Stream 2, alors que plus personne ne doute que ce sont les États-Unis qui l'ont fait, quoi. Enfin, c'est assez Mais, surprenant. mais tout le monde s'est écrasé, puisque lorsque les Russes ont demandé à l'ONU une enquête Oui. internationale, évidemment, tous les alliés des États-Unis ne l'ont pas soutenu. Ça, à la limite, pourquoi pas. Hein, même si la France avait des intérêts quand même dans Nord Stream, hein. Il y a 1 milliard d'euros qui avait été investi par Engie, hein. On oublie de le dire, bien sûr. Comme ça ne concerne plus que les Allemands, mais c'est faux. Et ensuite, les Allemands, moi je suis quand même sidéré sur le fait que Olaf Scholz n'ait pas lui-même déclenché une enquête et mis en difficulté les États-Unis. Mais en fait, les conséquences seraient tellement drastiques sur le plan géopolitique et même sur le plan de la confiance au sein de l'OTAN que il- en fait, ce sabotage, il est trop énorme pour être dévoilé pour l'instant. Oui, mais les plaques tectoniques continuent à travailler, à jouer. Clairement, je veux dire, l'ensemble de l'opinion publique qui s'y intéresse, mais enfin bon, ça a été quand même quelque chose d'important, savent très bien à quoi s'en tenir. C'est assez. Alors, il n'y a pas de traduction politique pour l'instant, mais le jour venu, ce sera peut-être le cas. Alors, je voulais juste rajouter un petit quelque chose à propos de cette communication. J'ai été frappé par un dessin du dessinateur de presse CAC, qui est pas mauvais, hein. Je suis grand amateur des dessins de presse, mais il est bon. C'est à propos du conflit au Moyen-Orient. On voit deux mollahs de dos qui regardent le bombardement de Gaza. Et il y en a un qui dit, tu te rends compte ce qu'ils sont en train de faire à Gaza, je ne sais pas ce qui me retient de leur taper dessus. Et alors l'autre mollah répond, ah ben, la peur peut-être. Et le troisième répond, le premier, pardon, répond à son tour, j'essaierai de la mettre au montage, répond à son tour, oui, ça doit être ça. Je veux dire, ce dessin témoigne d'abord d'un mépris des Iraniens, d'un mépris des Perses, d'un mépris des gens de ce pays, en s'imaginant, et je ne suis pas un fanat du régime des Mollahs, oh mon Dieu non, hein, mais enfin on se rappelle comment ils se sont battus contre l'Irak, soutenus par l'Occident, qui leur a fait la guerre. Hein, à une époque, une guerre terrible. S'imaginer que si il y avait une intervention terrestre, est-ce que par les Américains contre l'Iran, alors avec des bombardements peut-être, hein, ce serait aussi performant que ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Donc, ce que je me dis, c'est que il y a vraiment une arrogance extraordinaire, quoi. Cette façon, ce dessin de presse dans le journal L'Opinion, hein, qui est un journal bourgeois, plutôt pas mal fait d'ailleurs, cette façon de toiser un grand peuple, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et cette façon de les
présentés comme des pleutres, je veux dire, ça frise le racisme, quoi. Et c'est une caractéristique qu'on rencontre depuis 2 ans, depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est cette sous-estimation de l'adversaire, c'est cette tendance occidentale à l'arrogance et au fait de toiser les peuples considérés comme inférieurs. Ce dessin est assez infect, finalement, dans ce qu'il présente. Non, non, les mollahs et les chiites, pas plus que certains sunnites, n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de mourir, ils vont trouver leur vierge là-haut. Hein, ce que je dis est peut-être un peu caricatural, mais non. Si on veut aller se battre contre les Iraniens, ça va être dur, ça va être très difficile. Hein, même si on les bombarde, même si on leur fait le shock and wave là, hein, ça va pas être une promenade de santé comme ça a été pour l'Irak, où les Américains sont quand même partis la queue entre les jambes. Hein, faut pas oublier ça. Donc, comme disait, je crois que c'est Larry Johnson qui dit, il y en a certains, les combattre, ce seront pas des éleveurs de chèvres ou des jockeys de chameaux. Je connaissais pas l'expression jockey de chameau, surtout que ceux-là, ils nous ont botté le cul. Ah oui, d'accord. Mais donc, il parlait des Russes. Voilà, c'est une petite observation un petit peu agacée sur cette difficulté à nous débarrasser de notre arrogance qui est détestée par le Sud global. Bon, J'ai terminé. j'arrête le partage. Voilà. Hop. Et Voilà. voilà. Nous y sommes. Bon, eh bien écoutez, voilà, c'était une copieuse réintroduction pour 2024. On va voir d'ici quelques semaines si les probabilités d'Hervé se réalisent. Ce sont pas des prévisions, il prend des précautions concernant une éventuelle offensive russe de printemps et d'été. Quand on entend d'ailleurs les Russes sur la durée de la guerre, on n'entend nulle part qu'elle va s'arrêter rapidement. Hein. Je pense que, y compris que certains disent que ça va encore durer au moins 1 an, peut-être 2. Enfin, bon, on verra comment ça se passe. Mais bon, il y a l'ensemble du monde qu'on va continuer à observer qui continue à bouger avec l'Argentine qui n'a pas rejoint les BRICS. Mais je crois que tout le monde s'en fiche. Hein. Ce qui est important et intéressant, c'est de voir qu'il y a euh, l'Égypte, pays musulman, l'Arabie Saoudite, pays musulman, l'Iran, pays musulman, il y a aussi les Émirats, je crois, hein, pays musulmans. Et bon, il y a l'Éthiopie qui n'est pas un pays musulman, qui est un pays en grande partie chrétien. Hein, donc voilà. OK. Eh bien, Hervé, encore merci. Et donc, à très bientôt.